Le monde dans lequel l'AfD essaie d'agir aujourd'hui est un monde qui va certainement connaître des mutations très profondes dans les 10, 15, 20 années à venir. Pour donner juste quelques chiffres, le PIB nominal mondial l'an dernier, en 2015, a baissé de 4,9%, ce qui revient à rayer de la carte l'économie allemande, par exemple. C'est considérable. Alors on en parle assez peu, mais en réalité, il y a eu une contraction du PIB mondial l'an dernier, alors qu'on n'a eu aucun krach financier, on n'a pas eu de tremblement de terre majeur, on n'a pas eu de révolution, il n'y a pas eu d'État important qui ait fait faillite, voilà. Et donc ça veut dire qu'on est déjà engagé dans une pente déflationniste extrêmement puissante. Et si on regarde le World Economic Outlook pour l'année 2015-16, sur les 50 pays d'intervention de l'AfD, si on exclut la Chine et l'Inde, les 50 premiers pays d'intervention de l'AfD ont un PIB qui se contracte de 20% en 2016. C'est considérable. Donc ceci, malheureusement, à mon avis, ce ne sont que les prémices de ce qui va advenir dans les années qui viennent, qui est en gros, très certainement, si nous ne faisons rien, la confirmation des perspectives assez catastrophistes de Meadows, du travail de Meadows, de Limits to Growth, qui avait été publié en 1972 comme rapport au Club de Rome, donc les limites de la croissance. Au fond, ce travail n'a jamais été vraiment remis en cause. Il a même été plutôt confirmé par un physicien australien, Graham Turner, en 2008, qui montre que si on backteste, comme on dit en français, les trajectoires de Meadows, on constate qu'il y a deux scénarios qui collent très très bien avec la trajectoire que la planète a connue depuis une quarantaine d'années. Donc premièrement, ça veut dire que Meadows a réussi cet exploit de faire un modèle qui marche sur 40 ans, alors que nous autres économistes, nous sommes contents quand nos modèles marchent sur 2 ans. Et deuxièmement, et c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que les deux scénarios de Meadows qui collent avec la trajectoire que nous avons suivie jusqu'à présent sont les deux scénarios qui conduisent à un effondrement, soit durant la décennie 2020, soit durant la décennie 2050. Le facteur qui va décider si c'est l'un ou l'autre, c'est essentiellement la question du pic du pétrole, qui n'a jamais signifié qu'il n'y aura plus de pétrole le lendemain sur la planète, mais qui signifie qu'à partir du moment où il sera atteint, toutes techniques d'extraction confondues, nous n'arriverons plus, pour des raisons géologiques, à augmenter la quantité de pétrole disponible chaque jour. Donc nous avons atteint le pic pétrolier conventionnel en 2005, autour de 87-88 millions de barils par jour. Depuis lors, la planète n'arrive plus à augmenter la quantité de pétrole qu'elle extrait du sous-sol avec les techniques conventionnelles. Donc tout ce qui nous permet aujourd'hui de crever ce plafond, c'est la fracturation hydraulique de la roche-mère. Bon. Et il reste un débat au sein de la profession des ingénieurs pétroliers pour savoir si le pic de pétrole, toute technique confondue, sera atteint dans la décennie 2020, du côté des pessimistes, si je peux dire, ou bien autour de la décennie 2040-2050, du côté des optimistes. Quoi qu'il en soit, les catastrophes, notamment celles qui seront induites par le dérèglement climatique, qui sont devant nous, promettent, si nous ne faisons rien, des désastres. Ceci, couplé à l'augmentation extraordinaire de la démographie, en particulier en Afrique subsaharienne, promet des choses assez épouvantables. Et donc, il y a une urgence aujourd'hui à prendre conscience de la gravité des enjeux qui sont devant nous. Les phénomènes sont assez bien connus, malheureusement. Vous avez la montée des eaux, qui va condamner une bonne partie du littoral, alors que 70% de la population humaine vit sur des littoraux. Très concrètement, ça veut dire que par exemple le delta du Mékong va être sous l'eau assez rapidement. Or, c'est des zones de riziculture très intenses qui nourrissent des centaines de millions de personnes. Donc vous avez la question de la montée du niveau des mers, dont on a appris il y a 3 semaines maintenant que les nouveaux calculs des physiciens qui prennent en compte la fonte très rapide de la face ouest de l'Antarctique impliquent que le scénario du business as usual désormais c'est plus de mètres à la fin du siècle. Ce qui veut dire qu'à la fin du siècle, si on ne fait rien, New York est sous l'eau. Ce qui n'est pas une petite affaire. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, la fonte des glaciers. Alors en particulier sur le plateau tibétain, les glaciers fondent très très vite. Ce qui n'est pas juste un problème qui toucherait la nostalgie des alpinistes suisses, c'est qu'un glacier c'est un extraordinaire réfrigérateur d'eau potable qui se renouvelle chaque année gratuitement. Sauf que le jour où il n'y a plus de glacier, il n'y a plus d'eau. Et les glaciers du plateau tibétain alimentent 3 petits fleuves, de rien du tout, qui sont juste le Yangtze-Kiang, l'Indus et le Gange. Et donc on peut malheureusement estimer que d'ici 25 ans, ces 3 fleuves pourraient être à sec pendant la saison sèche, si nous ne prenons pas des mesures dès maintenant. C'est assez clair malheureusement que le gouvernement Modi en Inde ne fait rien pour remédier à ce problème, et ça veut dire qu'on ne pourra plus faire d'irrigation en période de saison sèche autour de ces 3 fleuves, et là de nouveau c'est des centaines de millions de personnes qui sont concernées.
Même problème, mutatis mutandis, sur la cordillère des Andes, où les glaciers sont en train de fondre à toute vitesse. Donc une ville aussi importante que La Paz, aujourd'hui en Bolivie, à 4000 mètres, se trouve au milieu d'un désert et n'a plus d'accès à l'eau potable. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand sujet. Troisième grand sujet, l'érosion des sols et la désertification, qui n'est pas qu'un problème qui concerne la région sahélienne. Par exemple, le désert de Gobi se trouve aujourd'hui à 240 km au nord de Pékin, avance à peu près à 10 km par an, ce qui veut dire que d'ici une génération, il est possible que Pékin soit au bord d'un désert. Donc ça, c'est évidemment un énorme sujet. Quatrièmement, l'effondrement possible de la fertilité des sols sur toute la ceinture équatoriale à cause de l'augmentation de la température. Donc on sait par exemple que si la planète a une température moyenne à la surface qui augmente de plus de degrés par rapport à celle qui prévalait juste avant au moment de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 15 degrés, donc plus 2 au niveau mondial, ça veut dire plus 3 en Afrique subsaharienne. Plus 3 en Afrique subsaharienne, ça veut dire très probablement une baisse drastique de la fertilité des sols. Ceci joint au pic du phosphate, qui probablement devrait être atteint vers 2040-2050, veut dire qu'on a un énorme problème pour produire suffisamment de production agricole pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment on résout cette équation, compte tenu du fait qu'il ne suffit pas d'avoir suffisamment de terres cultivables pour nourrir la population humaine, puisque aujourd'hui même, une partie de l'Éthiopie souffre de la famine, alors que techniquement, on a tout à fait les moyens de nourrir cette population. Et puis, il y a un dernier sujet qui est l'épuisement des ressources aquifères profondes. L'exemple, c'est Amman, en Jordanie, qui puise de l'eau à moins 400 mètres aujourd'hui, mais à une vitesse supérieure à la vitesse à laquelle se renouvelle la ressource en eau potable qui permet à Amman de vivre. Voilà. Donc, tous ces problèmes-là conjugués font que, si on ne fait rien, on avance vers des décennies qui vont être littéralement catastrophiques pour une bonne partie de l'humanité dans les pays du Sud. Le climat de Bordeaux dans une génération, c'est le climat de Séville aujourd'hui. De la même manière, le climat de Paris, c'est celui de Bilbao dans une génération. Ça va entraîner des perturbations économiques, sociales, politiques majeures sur toute l'Europe. Donc l'Europe est également concernée par le dérèglement climatique. Et puis, elle est évidemment concernée au premier chef par la question des migrations. C'est évident que les 3, 4, 5 milliards de personnes qui vivent en Afrique, ou qui vont vivre en Afrique dans les années qui viennent, ne vont pas juste se contenter de mourir la bouche ouverte parce qu'il n'y aura plus rien à manger et plus rien à boire. Donc ça veut dire que les premiers migrants que nous voyons arriver chez nous aujourd'hui, à cause d'un problème relativement localisé qui est celui de la Syrie, qui est très clairement lié à une sécheresse très dure qui a eu lieu entre 2007 et 2010, qui a été très mal gérée par l'État syrien, qui n'a pas su du tout, qui n'a pas voulu gérer la ressource en eau, devenue très rare. Et donc ce type de drame-là, si nous ne faisons rien, est appelé à se multiplier dans les années qui viennent. Donc les situations de crise à la syrienne, malheureusement, risquent de devenir récurrentes un peu partout, et des énormes migrations, non pas de quelques milliers ou centaines de milliers, mais de millions de personnes, sont probablement ce que nous réserve l'avenir si nous ne faisons rien. Donc ce que je crains, moi, pour ma part, c'est que nous réagissions par rapport au dérèglement climatique et au désastre qu'il est capable de provoquer, de la même manière que nous avons réagi pour Ebola. C'est-à-dire que nous ne faisons rien pendant des décennies, bien que les ONG nous alertent, la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme, etc. Et au moment où on constate que les effondrements sont possibles à échelle de quelques mois ou quelques années, alors on intervient de manière massive pour essayer d'éviter le pire. Est-ce qu'on arrivera à intervenir à temps? C'est pas clair. Et ensuite, si nous-mêmes, en Europe, au Nord, aux États-Unis, au Japon, nous avons des finances publiques extrêmement dégradées, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de dépenser 1/6 du PIB de tous les pays qui sont potentiellement soumis au désastre et à l'effondrement, juste pour les sauver et espérer nous sauver nous par la même occasion. Donc on risque d'avoir d'énormes soucis. C'est pour ça que c'est très très important, je crois, que l'AFD intervienne de manière massive dès aujourd'hui sur ces sujets. Alors, il y a plusieurs plans, évidemment. Il y en a un premier, très manifestement, qui est essayer de freiner l'explosion démographique, qui est un sujet, une espèce de sujet tabou, pas simplement dans l'Église catholique, mais aussi dans une administration comme l'AFD. Et je crois qu'il faut qu'on prenne à bras-le-corps cette question. On ne peut pas juste se permettre de laisser la population du Mali se multiplier par 2 tous les 20 ans sans agir. Donc ça veut dire que certainement la santé et l'éducation doivent être des priorités pour
ralentir l'explosion démographique, par exemple sur la zone sahélienne. Pas uniquement, mais aussi sur la zone sahélienne. Sinon, très vraisemblablement, certains pays vont être tentés par des réactions autoritaires de type chinois pour juguler l'explosion démographique. Donc si on veut éviter une politique à la chinoise, il faut mettre le paquet sur l'éducation des jeunes filles, proposer un planning familial raisonné qui permette aux femmes éduquées de réguler leur naissance, d'espacer leur naissance, proposer également des accompagnements des systèmes de retraite qui permettent aux personnes âgées et à ceux qui vont le devenir, comme nous tous, de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 10 enfants pour assurer leur vieux jour, faciliter une mécanisation propre, non carbonée, de l'agriculture, puisque le constat qui est fait par les agros, c'est que dans des sociétés rurales dans lesquelles l'essentiel de l'agriculture est manuelle, il vous faut avoir beaucoup d'enfants pour avoir des bras pour cultiver. Dès que vous pouvez mécaniser, vous n'avez plus besoin d'avoir 10 enfants par foyer pour cultiver demain matin. Simplement, donc ça veut dire qu'il faut favoriser la mécanisation de l'agriculture, mais une mécanisation intelligente qui ne dépende pas du pétrole. Puisque dans tout ça, évidemment, il y a aussi la contrainte climatique dont il faut tenir compte. Donc ça donne tout un volet déjà immense de champs d'intervention avec comme objectif de limiter l'explosion démographique. Ensuite, il y a évidemment l'énorme question de l'adaptation aux catastrophes que le dérèglement climatique va être capable de provoquer, à la montée des eaux, l'érosion des sols, la désertification, l'épuisement des ressources aquifères. Et puis, il y a l'énorme question de promouvoir des solutions locales d'une agriculture durable qui permettra de nourrir ces populations, parce que c'est évident qu'on n'arrivera pas quand même à inverser la totalité de la courbe démographique, même si on peut l'infléchir, et c'est ce qu'il faut faire. Il restera que nous serons encore quelques milliards à nourrir en 2050, c'est certain. Et donc il y a aussi cet énorme sujet de comment est-ce qu'on favorise des solutions locales au niveau territorial pour qu'on puisse avoir une agriculture de subsistance durable, que les agriculteurs locaux puissent s'approprier pour se nourrir. C'est aussi simple que ça. Pour sortir de la misère, ce qu'il faut promouvoir, c'est les projets que j'ai pu visiter, que l'AFD soutient. Par exemple, les projets de pisciculture dans la forêt qui permettent aux populations forestières d'avoir un apport en protéines qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne sont pas au bord de la mer, qu'ils ne peuvent pas pêcher de poissons et qu'ils ne peuvent pas faire d'élevage dans une zone forestière. Donc c'est ça les vraies solutions de demain qui permettront à ces pays-là de traverser, autant que possible, les possibles catastrophes qui sont devant nous.